Le régime s'effondre, pas lentement, pas en théorie. En ce moment même, en temps réel, la République islamique d'Iran se défait de toutes parts à la fois, économiquement, militairement, politiquement et diplomatiquement. Et même ceux qui la dirigent le savent. Pendant 47 ans, la République islamique a construit son identité autour d'un principe central. Elle ne mendierait jamais. L'autosuffisance, l'économie de résistance, la proclamation fière selon laquelle l'Iran tiendrait seul contre le monde entier, s'il le fallait. Ce n'était pas seulement de la rhétorique politique. C'était le mythe fondateur qui a maintenu le régime debout pendant des décennies de sanctions, d'isolement et de ressentiment populaire. L'idée que la République islamique était plus forte que la pression, qu'elle ne casserait pas, que plier devant l'Occident était, par définition, une trahison. Eh bien, la guerre a changé tout cela, et cette semaine, nous avons eu la preuve la plus claire à ce jour de la profondeur et de la rapidité avec lesquelles ce mythe se dissout. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s'est rendu à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 27 avril 2026, pour s'asseoir à la même table que Vladimir Poutine. Le même Vladimir Poutine qui ne peut pas protéger ses propres raffineries contre les frappes de drones ukrainiens. Qui mène depuis 3 ans une guerre qu'il ne peut pas gagner de façon décisive, et dont l'économie est elle-même étranglée par les sanctions occidentales. Voilà l'homme vers lequel l'Iran se tourne pour obtenir de l'aide. Laissez cette image s'imposer un instant. Ce n'est pas le comportement d'un régime qui croit être en train de gagner. Ce n'est pas la posture d'un gouvernement qui agit en position de force. C'est la visite d'urgence d'un ministre des Affaires étrangères dont le pays n'a plus d'option et appelle toutes les faveurs qui lui restent. Commençons par ce que le président Trump a déclaré publiquement, parce que ce cadrage compte. Dans une publication sur sa plateforme Truth Social, le 27 avril, Trump a déclaré, et nous citons directement, l'Iran nous a informé qu'il est dans un état d'effondrement. Ils veulent que nous ouvrions le détroit d'Ormuz le plus rapidement possible pendant qu'ils essaient de comprendre leur position de leadership, ce que je crois qu'ils pourront faire. Maintenant, ce cadrage reste volontairement vague sur les détails, et il y a d'importantes nuances que nous devons décortiquer tout au long de cette vidéo. Mais le signal central est réel. L'Iran a communiqué en privé à Washington qu'il est en état d'effondrement et qu'il veut un soulagement, rapidement. Le premier point de pression est économique et les chiffres sont dévastateurs. Le blocus naval américain des ports iraniens a commencé le 13 avril 2026 après l'échec des pourparlers d'Islamabad à produire un accord de paix. Depuis cette date, selon la firme d'analyse des matières premières Kepler, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de données sur les marchés pétroliers internationaux, dont les recherches sont utilisées par de grandes entreprises énergétiques internationales, les exportations de brut iraniens ont chuté d'environ 70%. Avant le blocus, l'Iran exportait en moyenne 85 millions de barils par jour. Ce chiffre, comme l'a rapporté Bloomberg le 28 avril en citant l'analyse de Kepler, est maintenant tombé à environ 567 000 barils par jour, avec seulement 5 mouvements de cargaison suivis au cours des 2 semaines depuis que le blocus est imposé. Et le blocus est un double choc. L'Iran ne perd pas seulement des revenus d'exportation, il manque aussi d'endroits où placer le pétrole qu'il produit. Au 20 avril, selon les données du Columbia Center en Global Energy Policy, les réservoirs de stockage de l'île de Karg, le principal terminal d'exportation de brut d'Iran, le carrefour par lequel l'écrasante majorité de son pétrole quitte le pays, étaient remplis à environ 74%. Du 13 au 20 et 1 avril, les stocks de l'Iran ont augmenté de plus de 6 millions de barils en seulement 8 jours. Le stockage se remplit à un rythme qui, selon l'analyse de Kepler, laisse à l'Iran entre 12 et 22 jours de capacité inutilisée restante avant d'atteindre un seuil critique. C'est ici que les choses deviennent vraiment lourdes de conséquences. Quand on n'a plus de stockage, on ne peut pas simplement faire une pause. Il faut réduire la production. Et réduire la production pétrolière iranienne, non pas de façon contrôlée et graduelle, mais de manière forcée et désordonnée, comme l'impose une crise de stockage, risque d'endommager de façon permanente les champs pétroliers iraniens
Comme l'a expliqué à CNBC Antoine Half, expert en énergie à l'Université Columbia, un arrêt soudain et incontrôlé des installations de production pétrolière iranienne perturbe les systèmes de pression et la dynamique des flux. Et cela peut rendre durablement plus difficile, dans certains cas impossible, le retour au niveau de production antérieur. Selon Homayoun Falakshai, responsable de l'équipe d'analyse du pétrole brut chez Kepler, le secteur pétrolier iranien souffre déjà d'un sous-investissement chronique et d'une mauvaise gestion des réservoirs, avec un taux de récupération moyen de seulement 25%. Cela signifie qu'en général, seul environ le quart du pétrole d'un champ peut être extrait avant que les opérations doivent s'arrêter. Si l'on endommage davantage une infrastructure déjà épuisée, les conséquences ne se mesurent pas en mois. Elles se mesurent en années, possiblement en décennies. La Maison-Blanche a été explicite sur l'objectif de cette pression. Comme l'a déclaré un haut responsable de l'administration à CNBC, Téhéran perd environ 500 millions de dollars par jour en raison du blocus. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a publié publiquement le 22 avril que le stockage de l'île de Kharg serait plein en quelques jours et a déclaré que restreindre le commerce maritime de l'Iran cible directement les principales lignes de revenus du régime, et ce n'est pas seulement le pétrole qui étrangle l'Iran. Selon les données économiques iraniennes rapportées par Al Jazeera, la monnaie nationale iranienne, le rial, a atteint cette semaine un creux record de 1,8 million de rials pour $1. Pour une économie déjà frappée par des années de sanctions, cet effondrement monétaire est un accélérant versé sur un feu qui brûlait déjà. L'impact économique sur les Iraniens ordinaires est viscéral et immédiat: inflation du carburant, hausse des prix alimentaires et effondrement des industries dépendantes d'importations qui ne peuvent plus passer. Les données douanières officielles rapportées par Iran International montrent que le commerce non pétrolier est tombé à seulement 4 milliards de dollars en mars, une baisse de 30% par rapport au mois précédent et 50% de moins que durant la même période l'année précédente. Mais maintenant, parlons du détail provenant de l'évaluation interne de la sécurité iranienne, qui révèle exactement à quel point le régime est inquiet. Parce que c'est ici que l'histoire passe de l'économie à la question beaucoup plus dangereuse de la survie du régime. Selon un rapport provenant de l'appareil sécuritaire iranien lui-même, le Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran a tenu une réunion d'urgence précisément pour répondre à l'inquiétude croissante des agences de sécurité face à la possibilité d'une reprise des manifestations. Des évaluations internes et des rapports de renseignement ont été présentés, avertissant d'une possible agitation dans les prochains jours. Les responsables ont discuté de la manière dont les difficultés économiques croissantes, la hausse des prix, le chômage et les dommages aux industries pétrochimiques et sidérurgiques pourraient devenir le déclencheur d'un nouveau mouvement de protestation. Et surtout, les estimations partagées lors de cette réunion suggéraient que l'économie iranienne pourrait ne pas être capable de résister à plus de 6 à 8 semaines de blocus naval américain. Cette estimation vient des responsables iraniens eux-mêmes, et de leur propre aveu, elle reflète une lecture optimiste. Prenez un instant pour mesurer ce chiffre. Les gens qui dirigent le régime, les mêmes qui pendant des décennies ont dit au public iranien et au monde que l'Iran pouvait endurer n'importe quelle pression, évaluent en interne qu'ils ont 6 à 8 semaines avant que la situation économique devienne réellement incontrôlable. Et il y a une raison précise pour laquelle le régime est particulièrement terrifié par une reprise des manifestations maintenant. En janvier 2026, avant le début de la guerre, l'Iran a connu des manifestations qui, selon le propre décompte interne du régime, sont passées à quelques jours de déstabiliser son emprise sur le pouvoir. Les griffes économiques, le chômage, l'inflation et la mauvaise gestion grossière d'un pays riche en pétrole par une élite corrompue et capturée idéologiquement ont poussé des millions d'Iraniens dans les rues. Le régime a survécu avec une marge qui l'a laissé ébranler. Une répétition de ces manifestations dans le contexte actuel de dévastation en temps de guerre, d'humiliation militaire et d'effondrement économique serait une crise d'une nature fondamentalement différente. Il y a aussi la dimension de la coupure d'Internet, et c'est peut être la fenêtre la plus claire sur la psychologie du régime.
Depuis plus de 60 jours maintenant, au-delà du cap des 2 mois, environ 99% des Iraniens sont incapables d'accéder à Internet ou de se connecter au monde extérieur. Plus de 90 millions de personnes coupées. Selon les responsables iraniens de la sécurité eux-mêmes, cités dans le rapport de la réunion interne de sécurité, la coupure a laissé environ 20% de la main-d'œuvre, principalement ceux qui travaillent dans les secteurs en ligne, effectivement sans emploi. 2 millions d'emplois supplémentaires dans les secteurs privés sont menacés par les effets économiques en cascade de cet isolement numérique. Le régime sait exactement ce qu'il fait et exactement ce que cela coûte. Il choisit de sacrifier sa propre économie, sa propre capacité productive et les moyens de subsistance de dizaines de millions de ses propres citoyens, plutôt que de permettre aux Iraniens de communiquer librement entre eux et avec le monde, parce qu'il sait par expérience ce qui arrive quand les Iraniens peuvent se coordonner. Le régime n'a pas peur des États-Unis, le régime a peur de son propre peuple. Maintenant, arrivons à la rencontre russe, parce que ce qui s'est passé à Saint-Pétersbourg le 27 avril nous en dit long à la fois sur le désespoir de l'Iran et sur les limites de la Russie. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est arrivé en Russie et s'est assis avec Poutine à la bibliothèque présidentielle Boris Eltsine à Saint-Pétersbourg, accompagné du vice-ministre des Affaires étrangères Kazem Garibabadi et de l'ambassadeur d'Iran à Moscou. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes avant la rencontre qu'il était difficile de surestimer l'importance de cette conversation compte tenu de l'évolution de la situation autour de l'Iran et au Moyen-Orient. L'agence de presse d'État russe TASS a rapporté que Poutine avait dit directement à Araghchi que la Russie ferait tout ce qui serve aux intérêts et ceux de tous les peuples de la région. Poutine a aussi confirmé publiquement qu'il avait reçu un message du nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, en disant, et ceci est une citation directe des médias d'État russes, « Transmettez au guide suprême ma reconnaissance pour son message et mes meilleurs vœux pour sa bonne santé ». Il se passe plusieurs choses simultanément dans cette seule phrase. Poutine signale au monde qu'il a une ligne directe avec le nouveau guide suprême, renforçant la position de la Russie comme principal parrain extérieur de l'Iran, mais il transmet aussi de manière notable des remerciements pour un message écrit, pas un appel, pas une vidéoconférence, un message, ce qui soulève la question que le secrétaire d'État Marco Rubio lui-même a posée dans son entrevue à Fox News le même jour. Le nouveau guide suprême a-t-il réellement l'autorité de commandement pour négocier et mettre en œuvre un accord ? Ou quelqu'un d'autre dirige-t-il effectivement les décisions en son nom ? Rubio a été direct sur ce point. S'adressant à Fox News le 27 avril, il a déclaré « La question d'être vivant et celle d'être au pouvoir sont deux questions différentes ». Un autre rapport de Reuters, citant des sources anonymes, suggérait que Mojtaba Khamenei participe à des réunions avec de hauts responsables par audioconférence, mais qu'il n'est pas apparu en public. Il n'a pas prononcé de discours. Il n'a rien fait qui constitue une preuve vérifiable de leadership actif pour le monde extérieur, et cette ambiguïté n'est pas un détail secondaire. Elle est au cœur de toute la situation diplomatique. Parce qu'on ne peut pas signer un accord avec une structure de direction que l'autre côté ne peut pas vérifier. Maintenant, avant la visite d'Araghchi en Russie, l'Iran lui-même a pris soin de faire une déclaration catégorique sur le but du voyage. Les médias d'État iraniens et les diplomates iraniens ont publiquement précisé avant la rencontre que la délégation n'allait pas en Russie pour demander la charité. Ce qui, comme tout observateur expérimenté du langage diplomatique vous le dira, est précisément le genre de choses que l'on dit quand on va absolument en Russie pour demander la charité. Voici la réalité stratégique de cette relation Iran-Russie que révèle la rencontre de Saint-Pétersbourg. Lorsque Poutine a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, l'Iran est intervenu de façon qui ont matériellement compté. Téhéran a fourni à la Russie des drones suicides Shahed. Il a fourni des missiles balistiques. Il a envoyé des ingénieurs iraniens en Russie pour mettre en place des installations de production. Ces installations fabriquent maintenant des drones Shahed à l'intérieur du territoire russe pour la machine de guerre russe. L'Iran a été un véritable partenaire opérationnel de la Russie à un moment de besoin maximal. Et l'attente de l'Iran, raisonnable selon la logique des relations d'alliance, était que la Russie lui rendrait cette faveur quand l'Iran en aurait besoin. La Russie n'a pas été capable de rendre cette faveur à l'échelle dont l'Iran a besoin.
Poutine est, comme la source du transcript l'a noté directement, préoccupé par une guerre en Ukraine qui consomme les ressources militaires, la tension politique et les réserves économiques de la Russie. La Russie a bien fourni l'aide qu'elle pouvait. Des satellites russes suivant les coordonnées de bases américaines ont ensuite alimenté les systèmes iraniens de ciblage de drones, par exemple. Mais des satellites russes qui fournissent des données de ciblage, c'est pas la même chose que la Russie fournissant à l'Iran le soutien militaire, économique et diplomatique direct dont il a besoin pour survivre à une confrontation avec les États-Unis. Et l'Iran le sait, ce qui explique pourquoi Arakchi était à Saint-Pétersbourg, non pas pour célébrer une alliance florissante, mais pour faire pression sur un partenaire qui n'a pas livré et pour explorer ce qui est encore possible. Il y a aussi un autre détail de la rencontre de Saint-Pétersbourg qui mérite sa propre analyse, parce qu'il révèle quelque chose d'important sur les fractures internes du système iranien. Avant même le début de la rencontre, les médias d'État iraniens se sont sentis obligés de publier une clarification préventive. La délégation n'allait pas en Russie pour demander la charité. Les diplomates iraniens, insistaient le communiqué, étaient là pour coordonner avec un partenaire stratégique. Maintenant, dans l'histoire des communications diplomatiques, le besoin de nier explicitement que vous mendiez avant le début d'une rencontre est presque toujours le signe que vous êtes sur le point de mendier. Cela reflète une préoccupation envers l'auditoire interne autant qu'externe. Le régime devait présenter ce voyage au public iranien d'une manière qui préservait le mythe de force et d'autosuffisance. Le même mythe que le blocus, les pertes militaires et l'Internet fermé érode depuis des mois. Du point de vue de la Russie, la rencontre sert un ensemble d'intérêts différents. Comme l'a noté l'analyse du Jérusalem Post, le porte-parole du Kremlin, Peskov, s'est montré publiquement enthousiaste à l'idée du rôle de médiation de la Russie. Moscou se positionne comme potentiellement utile aux deux camps, offrant ce que Peskov a décrit comme de la bonne volonté ou des services de médiation acceptables pour les deux parties. C'est un scénario que la Russie a déjà joué, le plus célèbre étant durant les négociations nucléaires de l'administration Obama, lorsque l'apparence d'utilité de la Russie dans un accord entre les États-Unis et l'Iran servait les propres intérêts stratégiques de Moscou. Elle lui permettait aussi d'obtenir de la bonne volonté à Washington que la Russie a ensuite utilisée pour faire avancer d'autres objectifs. La différence maintenant, c'est que l'administration Trump est considérablement plus sceptique à l'égard des intentions russes et a beaucoup moins d'appétit institutionnel pour le type d'architecture diplomatique multipartite qui caractérisait l'époque de l'accord nucléaire original. Maintenant, revenons à la diplomatie, parce que c'est ici que la situation devient un véritable test de sang-froid stratégique pour les deux camps. L'Iran a soumis une proposition à Washington, dont les détails n'ont été officiellement publiés par aucun des deux camps, mais dont les contours généraux ont été rapportés par plusieurs médias américains, dont CNN, NPR et ABC News. Selon ces reportages, citant des sources au fait du dossier, la proposition de l'Iran offre de rouvrir le détroit d'Ormuz en échange de la fin du blocus naval américain, mais repousserait les négociations nucléaires à une étape ultérieure. La question nucléaire serait traitée séparément après la résolution de la crise immédiate. Le secrétaire d'État Rubio a abordé cela directement dans son entrevue à Fox News, et sa réponse a été l'une des déclarations les plus importantes de toute cette crise. La question nucléaire est la raison pour laquelle nous sommes dans cette situation au départ, a dit Rubio. Il a ensuite livré une analyse qui mérite d'être comprise attentivement. Il a décrit l'Iran non pas simplement comme un pays radical, mais comme un pays révolutionnaire, un régime qui cherche à exporter sa révolution. C'est pour cette raison qu'il a bâti le Hezbollah au Liban, soutenu le Hamas et appuyé des milices en Irak. Un régime qui ne cherche pas seulement à dominer l'Iran, mais à dominer toute la région. Puis Rubio a utilisé une comparaison franchement frappante par sa franchise. Il a décrit l'utilisation du détroit d'Ormuz par l'Iran comme l'équivalent d'une arme nucléaire économique, un outil pour prendre en otage 20% de l'approvisionnement énergétique mondial. Imaginez si ces mêmes personnes avaient accès à une arme nucléaire, a-t-il dit, elles prendraient toute la région en otage. Rubio a aussi abordé la question de savoir si la direction iranienne est réellement capable de livrer ce qu'elle promet dans tout accord éventuel.
Il a décrit la structure interne de l'Iran comme profondément fracturée, avec une classe politique qui inclut à la fois des partisans de la ligne dure, qui comprennent qu'ils doivent gérer un pays et une économie, et des partisans de la ligne dure entièrement motivés par la théologie. La direction du CGRI, a-t-il noté, répond à une logique différente de celle des diplomates du ministère des Affaires étrangères. Même si l'économie s'effondre, le CGRI va bien, a déclaré un analyste à Foreign Policy, faisant le même constat depuis l'extérieur. Et ce sont eux qui négocient. On a aussi demandé à Rubio s'il croyait que l'Iran était sérieux à propos d'un accord. Sa réponse était révélatrice. Je pense que les Iraniens sont sérieux quand il s'agit de se sortir du pétrin dans lequel ils se trouvent, a-t-il dit. Tous les problèmes que l'Iran avait avant le début de ce conflit sont encore là, et la plupart se sont aggravés, et maintenant ils ont la moitié des missiles, aucune usine et aucune marine. Cette phrase mérite d'être entendue de nouveau. La moitié des missiles, aucune usine, aucune marine. C'est le secrétaire d'État des États-Unis dans une entrevue à la télévision nationale qui résume les conséquences militaires de l'opération Epic Fury en 3 courtes formules. Ce n'est pas le langage d'une négociation menée depuis une position de flexibilité. C'est le langage d'un avantage militaire total, et cela indique exactement où se situe le seuil de patience de Washington. Et Rubio ne s'est pas arrêté là. On l'a aussi interrogé sur le statut du nouveau guide suprême de l'Iran, la question qui plane sur tous les aspects de ces négociations, comme une clause sans réponse dans un contrat. Comme l'a rapporté CNN et comme Rubio l'a confirmé publiquement, les États-Unis ont des indications que Mojtaba Khamenei est vivant, mais Rubio a été prudent et précis quant aux limites de cette évaluation. La question d'être vivant et celle d'être au pouvoir sont 2 questions différentes, a-t-il dit. Khamenei a-t-il la même crédibilité que son père a bâti pendant des décennies? A-t-il les titres religieux nécessaires pour fonctionner comme guide suprême d'une manière acceptée par le système? Prend-il réellement les décisions ou y a-t-il quelqu'un à sa place qui contrôle effectivement l'appareil, prenant les décisions en son nom? Ce ne sont pas des questions rhétoriques. Ce sont des questions opérationnelles. Parce que tout accord négocié sous un certain ensemble de décideurs iraniens doit survivre si et quand l'équilibre interne du pouvoir se déplace. Ce que Rubio décrivait prudemment, avec le langage mesuré de quelqu'un qui a lu l'ensemble du tableau de renseignement, c'est un régime où les lignes d'autorité sont réellement floues au sommet. Le CGRI, soit le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, possède sa propre structure de commandement, ses propres ressources, son propre cadre idéologique et ses propres intérêts institutionnels. Ceci ne s'aligne pas automatiquement avec ce que le ministère des Affaires étrangères dit aux interlocuteurs diplomatiques à Islamabad ou à Mascate. Le CGRI est l'organisation qui contrôle le programme de missiles iraniens, ses réseaux de mandataires et ses opérations navales dans le Golfe. Et la tolérance du CGRI à la douleur économique peut être structurellement différente de celle du reste du système iranien parce que, comme l'a dit avec une précision clinique un analyste cité par Foreign Policy, même si l'économie s'effondre, le CGRI va bien. Ils ne dépendent pas de l'économie civile comme les Iraniens ordinaires, et les partisans de la ligne, durs, motivés par la théologie plutôt que par la gouvernance, comme Rubio les a décrits, ne réagissent pas au même calcul de pression que les gens qui doivent gérer un pays. Pendant ce temps, le chef de la direction de Vitol, Russell Hardy, a dit aux investisseurs le 20 et 1 avril que la guerre entraînera la perte d'1 milliard de barils de production pétrolière au total, avec des pertes actuelles déjà évaluées entre 600 et 700 millions de barils. La Banque centrale européenne a reporté des baisses de taux d'intérêt prévues et relevé sa prévision d'inflation pour 2026. Le ministre qatari de l'énergie, Al-Kaabi, a averti que la crise pourrait faire monter les prix du pétrole à $150 le baril et les prix du gaz à $40 par million d'unités thermiques si le détroit d'Ormuz reste fermé pendant l'été. Selon des économistes, ce scénario pourrait pousser les économies européennes intensives en énergie vers une récession technique. Le coût de cette impasse n'est pas abstrait, il est payé par chaque personne
sur la planète qui remplit un réservoir d'essence, paye une facture d'électricité ou achète de la nourriture qui a dû être transportée? Voici la logique stratégique sous-jacente qui guide la position américaine. Le calcul de Washington, tel qu'exprimé clairement par Trump et ses hauts responsables, est que la marge de manœuvre économique de l'Iran est plus courte que la marge de manœuvre politique de l'Amérique. Le blocus ne coûte rien aux États-Unis en termes militaires directs. Il exige seulement le déploiement soutenu d'actifs navals déjà présents dans le Golfe. Chaque jour qu'il se poursuit, les stocks pétroliers de l'Iran se remplissent davantage, sa monnaie s'affaiblit davantage, sa stabilité interne s'érode davantage, et l'échéance menant à des réductions forcées de production se raccourcit. La perspective américaine, comme l'a dit un responsable de la Maison-Blanche à CNBC, est simple. Nous avons toutes les cartes. Le contre-argument de l'Iran, selon lequel il peut survivre à 6 à 8 semaines de blocus, que la détermination du CGRI n'est pas affectée par la douleur économique, que le soutien plus profond éventuel de la Russie pourrait changer l'équation, n'est plausible que si l'on suppose que la situation interne reste stable. Et les propres services de sécurité du régime disent à leur propre direction qu'on ne peut pas présumer de cette stabilité. La nouvelle proposition iranienne, comme Rubio l'a reconnu à Fox News, était meilleure que ce que nous pensions qu'ils allaient soumettre. C'est une formulation prudente. C'est pas un oui. C'est pas la même chose qu'acceptable. Mais c'est un signal que l'écart entre les deux camps, tout en restant important, s'est rétréci depuis le rejet de la première proposition. Les médiateurs au Pakistan s'attendent à une offre iranienne mise à jour dans les prochains jours. Le secrétaire Rubio a reconnu que des responsables américains et iraniens ont eu une certaine communication directe dans le contexte des réunions d'Islamabad, bien qu'il ait noté que pendant longtemps, le système iranien interdisait de parler directement aux Américains. La mécanique de la diplomatie avance, même si c'est lentement et sous une pression énorme. La question au centre de tout est une question à laquelle aucune image satellite, aucun rapport de données sur les matières premières et aucun compte-rendu diplomatique ne peut pleinement répondre. Le CGRI, le véritable pouvoir en Iran, l'organisation qui a continué à se battre alors même que la direction politique signale l'épuisement, a-t-il un point de rupture que la pression économique peut atteindre? Ou son cadre idéologique l'isole-t-il réellement du type de calcul qui guide le comportement normal d'un État? L'histoire offre des réponses partielles et aucune garantie. Ce qui est certain, c'est que la situation ne peut pas tenir indéfiniment sous sa forme actuelle. L'infrastructure pétrolière iranienne approche d'une crise qui forcera des décisions, peu importe ce que la diplomatie produit. Le blocus coûte chaque jour de l'argent réel à l'économie mondiale et quelque part dans les salles closes de Téhéran peut être par audioconférence, peut être par message écrit que personne à l'extérieur du cercle intérieur ne peut vérifier. Un nouveau guide suprême qui n'a jamais parlé en public prend soit des décisions qui définiront l'avenir de la République islamique, soit quelqu'un d'autre les prend pour lui. Voilà l'incertitude au cœur de tout ce moment et c'est pourquoi les prochains jours comptent plus que presque tout ce qui s'est passé depuis le 28 février. La proposition iranienne révisée, la réponse de Washington, les données sur le stockage pétrolier, la situation interne en Iran et tout ce qui viendra ensuite de Saint-Pétersbourg. Cette histoire n'a pas encore atteint son point de bascule, mais elle en est très proche. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.